Bienvenue dans Update, l'une des émissions de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est 4 interviews courtes en un épisode. Un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine, pour ne retenir que l'essentiel. Un focus sur une marque, un événement, une personnalité, une collection à ne pas rater, un concept innovant. À vous de voir si vous picorez vos news préférées ou si vous écoutez tout en entier. Manger un plat de pâtes dans une assiette Popolo, c'est toute l'Italie qui s'invite à votre table. Ses couleurs, sa bonne humeur, sa dolce vita, toutes ces valeurs qui sont chères à la marque et que l'on ressent dans chacune des céramiques fabriquées par des artisans italiens entre tradition et poésie contemporaine. J'adore cette marque, donc je suis ravie de rencontrer Élise Tissot, sa fondatrice. Bonjour Élise. Bonjour Hortense. Alors, d'abord, ça veut dire quoi, Popolo ? Alors, Popolo, ça veut dire peuple en italien. Et ça vient de la Piazza del Popolo à Rome, où j'ai vécu du coup pendant 2 ans et demi. Et l'avantage de Popolo, c'est que tout le monde peut prononcer Popolo. Oui, c'est vrai. Alors, t'es française. J'ai l'impression que oui, t'as pas d'accent. Pourtant, c'est une marque qui semble italienne, mais tu viens de nous dire que t'as vécu en Italie. Alors, vas-y, raconte-nous l'histoire de Popolo. Exactement. Je suis française et j'ai eu la chance d'aller vivre en Italie pendant 2 ans et demi, 3 ans, où j'ai fondé la marque à Rome, où j'ai vécu avec ma famille. Donc, comment t'as eu l'idée ? D'aller vivre en Italie ? Non, d'aller vivre en Italie, tu peux nous dire, mais de fonder Popolo, c'est l'histoire, l'ADN de la marque. En fait, c'est une longue histoire, je pense. J'ai longtemps été salariée pour des entreprises, dans des univers un peu autour du marketing, notamment au début pour un opérateur et après pour un grand magasin. Et à un moment, je pense que je me suis demandé qu'est-ce que j'avais envie de faire après, quelle était la suite. Et j'avais un peu du mal à trouver une réponse, à savoir vers quel poste j'avais envie d'évoluer, est-ce que c'était vers une autre société, etc. Ça correspond aussi à un moment où j'ai eu mon premier enfant. Je pense que c'est un moment où on se pose énormément de questions. Et je me suis dit, avec toutes ces questions, de rajouter en plus un enfant, non, il faut changer quelque chose. Et à cette époque-là, mon mari m'a dit, si tu veux, j'ai l'opportunité de partir avec mon travail, on peut aller à Rome. Et j'ai dit, ok. Donc l'histoire a commencé comme ça. On s'est retrouvés dans un pays où on connaissait personne, où on parlait pas un mot d'italien. Moi, j'avais fait espagnol à l'école, donc autant vous dire que c'était vraiment le bazar au début. Et en fait, tout de suite, je suis tombée amoureuse de ce pays. Je suis tombée amoureuse déjà de son climat, où il faisait tout le temps quand même très beau. Rome, mais la majorité de l'Italie, c'est des villes hyper lumineuses. C'est une architecture hyper colorée. Et en fait, j'étais baignée là-dedans et je sais pas, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai aussi aimé la façon d'être des Italiens. En plus, moi, je suis arrivée avec un petit bébé qui était vraiment tout petit parce qu'à l'époque, il avait 3 mois. Et en fait, on m'a accueillie comme si... il y avait vraiment... Alors, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment vrai, ce symbole de la mama où quand vous arrivez, vous êtes la reine et en fait, le monde s'arrête et dans la rue, on vous croise avec votre enfant et on va vous dire « Oh, mes complimenti, mais che bello !» Et là, ça part en discussion pendant 20 minutes avec quelqu'un que vous connaissez pas. Mais voilà, c'est cette générosité, cette façon de vivre, tout était plus... je sais pas, c'est comme si, en fait... On arrivait de Paris, dans une ville qui était hyper en mouvement, hyper stressante, hyper dynamique. Et là-bas, en fait, c'est comme si le temps s'était un peu arrêté. On prenait le temps de se recentrer sur des choses simples qui étaient la famille, de partager un moment avec ton voisin que tu croises dans la rue, tu bois un café, il fait toujours beau. T'as un café, tu bois un spritz, et en fait, il t'apporte comme ça 15 pizzas pour que tu les goûtes. Et en fait, c'est comme ça, cette générosité, cette façon de vivre qui, moi, m'a touchée. Et en plus, je pense que j'étais à un moment de ma vie où, oui, c'est ce que je vous disais, c'est que j'avais ce petit bébé et j'avais envie de me poser, de réfléchir. Ça a été aussi une période où j'ai beaucoup voyagé en Italie parce que j'adorais. Donc, beaucoup aller dans le sud, en Sicile, en Toscane. Et je rencontrais du coup pas mal de céramistes. Enfin, oui, que je cherchais pas forcément vraiment à créer quelque chose autour de ça. C'était plus, moi, je voulais acheter de la vaisselle pour chez moi, ou je voulais acheter un vase sicilien. Et du coup, je rencontrais tout simplement des artisans. Et là encore, il y a tout de suite ce qui m'a plu et ce qui m'a touchée, c'est que je suis tombée dans des ateliers familiaux, où c'était la 2e, la 3e génération. Et là, c'est pareil, où vous arrivez et le monde s'arrête, on prend le temps un peu de
te connaître. Et moi, j'ai trouvé ça formidable que ça soit... oui, ces ateliers qui sont pris de génération en génération, ils sont toujours là, ils font des choses magnifiques de leurs mains, mais ils s'en rendent même plus compte. En fait, pour eux, c'est normal. Donc toi, tu as choisi des artisans, sont les mêmes pour toutes tes céramiques ? Alors, au début, j'ai commencé avec un atelier. Alors au début, c'est toujours les débuts, donc vous arrivez, vous dites bonjour, je m'appelle Élise, voilà, j'aime bien ce que vous faites. Bon, je pense qu'au début, personne m'a trop pris au sérieux. Je pense que ce qui m'a bien aidée, c'est qu'à un moment, en fait, il y a eu le Covid. Et du coup, tout le monde a eu le temps, encore plus le temps, parce que eux, du coup, ils n'avaient plus toutes leurs commandes de resto qui tombaient. Ils avaient des ateliers qui étaient pleins de céramique qu'il fallait quand même écouler. Et voilà, moi, ça m'a laissé du coup une petite place. Et je pense qu'après, ils ont vu que j'étais quand même sérieuse et que les commandes arrivaient, etc. Et les artisans, au début, il y en avait un, puis deux, et maintenant, c'est environ 10 à 15 d'ateliers. Et du coup, ce qui est important, c'est qu'au début, quand la société a commencé un petit peu à grossir, que j'ai voulu un peu élargir l'offre, chercher des ateliers qui sont... chaque atelier a un peu sa spécificité. C'est-à-dire que quand j'adresse un besoin à un atelier, je sais que c'est l'atelier qui a un style peut-être un peu plus précis, un peu plus... alors, qualitatif, ce serait pas le mot, mais il y a vraiment plusieurs types de peintres, parce que c'est comme quand vous dessinez au crayon, vous n'avez pas forcément la même patte, pas forcément la même précision. Il y en a qui ont vraiment suivi des formations aussi de dessin, donc ils peuvent faire des choses hyper précises et hyper travaillées. Et d'autres, c'est plus ce qu'on appelle à la sinistra, ça veut dire à la gauche, à la va-vite, à la rapide. Oui, parce qu'il y a deux types de métiers. En fait, tu fais donc beaucoup d'assiettes en céramique. Donc, tu travailles avec des ateliers de céramistes ou des ateliers de céramique. Comment on dit, des ateliers de céramique, des ateliers de céramique. Ou des céramistes. Ou des céramistes, oui, voilà. Et il y a aussi tous les motifs. Donc, ça se passe pas forcément dans le même atelier. Comment t'es organisée ? Alors, il y a plusieurs choses. Certains ateliers produisent la base en terracotta, en argile. Donc, eux, ils gèrent tout. D'autres vont acheter chez des potiers. Donc, souvent, moi, je me rends un petit peu chez les deux. C'est-à-dire que je vais chez les potiers voir des formes. Certaines céramiques sont capables de me faire les formes et la peinture. Du coup, on peut aussi dessiner des choses ensemble. Ça dépend vraiment du projet. Voilà, ça c'est vraiment... ouais, d'accord. Alors, il y a énormément de collections, il y a énormément de formes de vaisselle, de plats, d'assiettes, il y a énormément de motifs, mais j'ai l'impression qu'il y a deux types de collections, grosso modo. Il y a celles qui sont un peu... nourries par quelque chose de plus la culture du passé, on dirait même des assiettes qu'on pourrait chiner, et un peu des assiettes anciennes, et il y a aussi des collections qui sont plus graphiques, plus modernes. Ouais. Alors, en fait, au début, quand j'ai commencé, je suis vraiment repartie des motifs italiens typiques. Donc, chaque région a un peu ses motifs. Sur Amalfi, ça va être plus les motifs avec les animaux, les poissons, etc. Quand on part sur la Toscane, l'Umbria, là, c'est plus délicat, c'est plus des petites fleurs. Et après, il y a toutes les pouilles où là, c'est les taches où ils jettent la peinture sur les assiettes. Donc ça, c'est leur histoire, c'est leur patrimoine et c'est eux qui l'ont inventé. Et moi, l'idée aussi au début, c'était un peu de faire un mix and match de tout ça, d'avoir un peu toutes les régions italiennes, parce que moi, je trouve ça beau quand c'est mixé. Et après, au fil du temps, moi, j'ai eu envie de raconter mes histoires. Du coup, ça a été mes graphiques, où là, du coup, c'est moi qui leur fais des croquis et après, ils les réinterprètent sur la céramique. D'accord, oui, tout ça est très mélangé. Il faut mélanger. Ouais, moi je le vois comme ça. Et j'ai remarqué un détail, le fond est toujours blanc, on est d'accord ? Oui. C'est voulu ou c'est une signature ou c'est comme ça qu'ils travaillent là-bas ? Alors eux, ils travaillent plus comme ça. Faire des fonds colorés, c'est pas forcément des choses qu'ils savent faire. Enfin, c'est pas qu'ils savent pas faire, il faut juste changer la couleur de l'émail. Mais c'est pas quelque chose qui est... Non. Dans les ateliers avec lesquels je travaille, non. On pourrait le faire, mais du coup, ça demanderait un développement, ça demande de changer d'émail. Voilà. Bon, ce serait vraiment un vrai développement. C'est plus facile de peindre un motif différent et de garder le blanc. Ouais. Et dans l'esprit, donc on mélange. On peut mettre une grande assiette à rayures, par-dessus une plus petite assiette à fleurs, des coquetiers avec des petits mots. C'est ce que j'aime, et je trouve que c'est ce qui donne aussi ce côté rétro, ce côté un peu dépareillé. C'est aussi ce côté pas trop sérieux, pas trop strict. Pour moi, c'est plus facile de l'exprimer comme ça. Je trouve que quand on fait des choses, par exemple, qui sont des mêmes couleurs, de même dessin, je trouve que ça impose un côté un peu plus sérieux et on a un peu peur de se tromper. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que j'ai bien mis le couteau, est-ce que c'est la bonne assiette, etc. Et quand on part dans quelque chose de dépareillé, en fait, comme c'est dépareillé,
Voilà, c'est pas très grave. Moi, je mets par exemple avec des verres que j'ai chinés, que j'ai récupérés de chez mes grands-parents, donc aucun verre n'a la même taille. Et moi, je trouve ça beau comme ça. C'est l'esprit un petit peu rétro. Oui, et beaucoup d'humour. Tu as fait d'ailleurs une dernière collection avec des mots italiens, Oui. des mélanges de citations un peu. Avec Eleonora Galasso, on a fait ça. C'est un ADN fort aussi chez toi, ça. Alors les mots, oui. Et j'ai commencé avec une collection que j'avais appelée La Familia, parce que pour moi, c'était ce côté famille où en fait tu pouvais écrire sur une assiette un prénom ou écrire un message personnalisé. Et c'était ce côté aussi, c'était un pilier de Popolo, parce que c'était un pilier du coup, moi, mon histoire quand j'ai lancé Popolo, et c'était en référence aussi à cette histoire qui est assez forte de la famille en Italie. Et les mots, c'est quelque chose qui marche assez bien parce que ça permet de laisser un petit message. En effet, ça peut être un peu rigolo. Voilà, je pense que c'est un vecteur fort de l'image de Popolo d'avoir ce côté un peu décalé, un peu rigolo. Ouais, il y a je disais tout à l'heure, des grosses fleurs, des poissons, des rayures. Qu'est-ce qui marche le mieux? Ça m'intrigue. Ça dépend. En fait, j'aurais du mal à choisir une collection qui marche mieux ou pas, parce qu'à chaque fois, et c'est peut-être parce que c'est ce que j'insuffle moi, mais les clients, elles mixent. Donc, elles vont acheter de la rayure, en même temps, elles vont acheter des fleurs, en même temps, elles vont acheter des poissons. Enfin, il y a vraiment ce côté, chaque commande, et c'est ça qui est drôle, c'est que chaque commande est différente. Et chaque cliente peut un peu exprimer sa créativité comme elle le souhaite. Ah, donc même tes clients sont créatifs et du coup choisissent tout de suite vers du dépareillé. C'est toujours. vraiment l'idée. Oui, c'est toujours comme ça. Alors moi, je t'ai connue, au début, je me souviens, j'avais été assez marquée par les Siciliennes qui sont les vases traditionnels. C'est vraiment impressionnant, c'est une identité forte. Ça vient d'où, ces vases? Alors, ces vases, ils sont originaires de Sicile. C'est une légende qui raconte qu'une Sicilienne qui était tout le temps sur son balcon est tombée amoureuse d'un mort quand... La Sicile, c'est une île qui a été beaucoup envahie. C'est une île qui est très riche d'histoire. Vous avez des choses qui sont très arabisantes, il y a des choses un peu espagnoles. Enfin, c'est vraiment un mix. Il y a beaucoup d'arabesques. Voilà. C'est une île qui est à part. C'est un style qui est vraiment différent du reste de l'Italie. Et cette histoire, du coup, de cette Sicilienne qui était tombée amoureuse d'un mort, sauf qu'un jour, il a eu envie de repartir chez lui parce qu'il avait une famille. Et ça, elle n'a pas supporté. Du coup, elle lui a tranché la tête et elle a fait pousser dedans les basiliques. Et la légende dit qu'elle avait les plus beaux basiliques de l'île. Voilà. C'est une histoire totalement folklorique, totalement macabre, etc. Mais bon, qui est rigolote, malgré tout. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que quand vous arrivez en Sicile, vous avez des vases comme ça sur tous les balcons qui sont là. Si on décrit aux auditeurs, ça fait comme un visage d'homme ou de femme? Que des femmes? Alors, la légende, c'est un homme. Ouais. Après, maintenant, il y a des femmes, des hommes. L'idée, moi aussi, c'est que je vends beaucoup le couple. Alors, comme l'histoire est un petit peu macabre, c'est quand même un vase en forme de tête, moi, je fais toujours attention, et c'est un peu ce que j'aime, à prendre des couleurs qui sont soit gaies, soit vives. Donc, ils ont des couronnes de citron, Voilà, il y a d'autres styles de siciliennes qui sont plus sombres, parce que l'histoire est quand même sombre à la base. Oui, donc c'est un contenant en forme de tête et l'intérieur est creux et on met quoi? Des fleurs, des fruits? Des fleurs, des fruits. J'ai des clientes qui mettent des petits mini citronniers, voilà. Ouais. Et les assiettes, en fait, je vois, et là on est dans ton petit showroom, elles sont accrochées, on peut les accrocher et s'en servir comme élément déco. Exactement, ouais. Je les accroche au mur, comme des tableaux. Ouais. Non mais c'est ça, on peut s'en créer, on peut se faire un décor italien chez soi avec des assiettes. C'est original. Est-ce que tu trouves que la céramique, c'est très en vogue et depuis plusieurs années, c'est un style différent qu'en France, la céramique italienne? Alors, moi, quand j'ai commencé avec la céramique italienne, les Italiens de ma génération me disaient « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vieillot, c'est ce qu'on voyait chez nos grands-mères. » Donc, eux, ils n'avaient pas... pour eux, c'était pas à la mode, c'était ringard, etc. Bon. Moi, j'adorais ça, je trouvais ça hyper coloré, hyper ensoleillé. Je me suis adressée au début au marché français, parce que je suis française, donc c'était un peu le plus facile. Et je pense que les gens, ce qu'ils ont aimé dans Popolo, les clientes, c'est ce côté très coloré, très ensoleillé, ce côté un peu mixé, ce que je racontais avant. Et maintenant, ce qui est assez drôle, c'est que je pense que les Italiens, du coup, reviennent un petit peu à ça, parce qu'ils voient que ça marche bien. Et je me fais contacter par des Italiens, parce que je pense que l'univers Popolo, en fait, ça a été un mix de ce côté rétro, de vieilles pièces qui existent. Enfin, il y a des modèles qui existent depuis 50, 60 ans. Il y a des choses où c'est pas du tout Popolo qui les a inventés. Mais c'est une façon de les mettre en scène. Voilà, ça a été modernisé. Et alors, il y a aussi, j'ai vu que tu as fait de l'huile d'olive, il y a un petit côté épicerie, il y a des sets de table, il y a des très jolies lampes. Tu veux te diversifier ?
Alors, l'idée, au début, quand j'ai créé Popolo, c'était vraiment un art de vivre. C'est-à-dire une façon de penser, ce côté un peu farniente, très dolce vita. C'était tourné autour du voyage, où je listais un peu tous mes bons plans, qui pouvaient être des petites boutiques ou des cafés, des restos. Il y avait le côté food, parce que c'est hyper important en Italie. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment développé, parce qu'il y en a déjà beaucoup, et gérer de la food sur un site internet, c'est un peu compliqué. Donc moi, je me suis concentrée surtout sur l'huile d'olive. J'ai choisi une huile d'olive qui est hyper marquée, qui est hyper forte. Enfin, c'est vraiment pas une huile d'olive de cuisine, c'est l'huile d'olive que vous mangez avec du pain, comme ça, brute, avec un peu de sel. Enfin, en tout cas, moi, je la déguste comme ça, parce qu'elle est vraiment assez goûtue. C'est un mix aussi avec la céramique, parce que du coup, le contenant est en céramique et fait à la main, donc il y a quand même un lien avec l'autre côté. Mais Popolo, voilà, c'est aussi un peu plus large. Donc oui, il y a des lampes, oui, il y a des sets. L'idée, c'est de donner un peu un état d'esprit, voilà, une façon de voir la vie et de profiter de la vie, de prendre le temps, voilà, d'avoir une vie qui est gaie. Je trouve que ça fait du bien. Tu vois comment Popolo dans 10 ans? Ah, ça c'est une bonne question. J'aimerais retrouver comment je l'avais imaginé au début, c'est-à-dire ce côté un peu lieu de vie. Donc j'aimerais qu'à un moment, Popolo s'exprime dans des lieux. Alors ça peut être des cafés, ça peut être des maisons, je sais pas. Je pense que ça c'est important. Et on se fait aussi de plus en plus contacter par des marques qui n'ont pas forcément de la céramique, mais qui nous demandent d'apporter un œil un peu sur leurs produits, d'apporter ce côté un peu dolce vita et farniente, douceur de vivre. Donc ça aussi c'est rigolo, parce que du coup c'est vraiment un peu l'ADN de Popolo, qui était un peu de transmettre cet état d'esprit. Ouais. Et tu vas beaucoup en Italie? J'essaye. C'est de plus en plus compliqué, parce que, en fait, au début, les ateliers étaient un peu concentrés dans la même région. Maintenant, il y en a un petit peu de partout. Et j'essaye de tous aller les voir au moins une fois par an, mais... Ouais, et toi, tu es la fondatrice, donc tu fais autant le dessin, les graphismes, que alors moi, la prod, prod, etc. Je griffonne des petits dessins, oui. Ouais, mais tu fais tout. Oui. Ouais. Eh ben bravo, moi Merci. c'est une très belle success story, et tes produits, ton univers, c'est vraiment canon. Merci. Bravo Elisa, au revoir. À bientôt. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Si vous écoutez le podcast, vous avez déjà entendu parler Camille de Villartay, qui a fondé Tapichérie, car elle nous présentait sa jolie marque lors d'un épisode sur maisons et objets. Mais c'était 3 minutes dans les allées, alors qu'aujourd'hui, on va prendre un peu plus le temps. Tapichérie, c'est une marque autour du tapis qui propose soit des modèles tout faits, joyeux, colorés, soit, sa grande force, des tapis sur mesure. Vous créez votre tapis de A à Z, ce qui rend évidemment votre intérieur unique. Bonjour Camille. Bonjour Hortense. Alors, on va parler de ta belle offre, mais donc à la base, ce que je disais, tu proposes déjà des tapis tout faits, ce que tu appelles les prêts à poser, c'est ça? Exactement, ce sont des modèles que je dessine moi, avec des associations de couleurs que je choisis et qu'on peut acheter telles quelles ou customiser. On peut aussi changer les couleurs pour les adapter à son intérieur. Ah oui, donc là déjà on effleure le sur-mesure. Voilà. Alors, c'est-à-dire on change quoi? Par exemple, c'est quel type de tapis? Par exemple, il y a un modèle qui s'appelle Circus, que j'ai customisé pour des clients qui le souhaitaient pour leur couloir. On a choisi une nouvelle palette ensemble en fonction de leur goût, et j'ai réadapté le motif pour qu'il matche avec la taille donc d'un tapis de couloir, c'est-à-dire très étroit et très long. Autre exemple, j'avais fait plein de mini tapis en janvier pour montrer toutes les techniques de tufting et justement ce qu'on pouvait faire avec la laine. Et on peut customiser les mini tapis. Donc j'ai des clients qui ont choisi un modèle qui s'appelle Flow, donc j'avais fait en tencel et en laine. Tencel, c'est de la soie végétale qui était dans des tons plutôt gris pâle et beige avec des pompons roses. Et ils ont choisi complètement une autre laine pour le fond, une laine naturelle et très épaisse. Les pompons sont bleus et les dessins sont vert kaki. D'accord. Alors justement, ça veut dire quoi? Tufter? On dit tufter à la main. Alors tufter, c'est un procédé qui consiste à planter des brins de laine dans un canevas au moyen d'un pistolet à tufter, qui est tenu soit par une main humaine, soit par un robot. Dans tous les cas, on dit hand tufted, c'est le terme consacré pour le tufting. Et ça fait des tapis qui sont très denses, la laine se tient très bien, il s'affaisse pas du tout dans le temps. Et on peut jouer aussi sur les hauteurs de laine, on peut tondre la laine à différentes hauteurs une fois les brins tuftés dans le canevas. Et en fait, ça offre une diversité de possibilités infinies. C'est quoi le canevas? Le canevas, c'est une grande toile qui est tendue sur un cadre et le pistolet à tufter vient justement planter... Enfin, c'est un peu comme la broderie... Non, c'est pas vraiment de la broderie, mais c'est une grande toile tendue sur un cadre
Ouais. Il faut qu'elle soit vraiment bien tendue pour que le pistolet puisse venir planter C'est le fond les du brins de laine. tapis, en fait. C'est le fond du tapis, exactement. Et donc les brins de laine viennent se planter dans ce canevas, et après tout est réencollé évidemment pour éviter que les brins de laine s'en aillent dès qu'on marche dessus. Donc tout est réencollé avec du latex, et après on a des fonds soit en coton, soit en polypropylène. Et tu dis le brin de laine ou le drain de laine? Le brin. Ah, le brin de laine, on dit ouais. le brin de laine. Et ce brin, il peut être plus ou moins long, c'est ça? Brin, ouais, exactement. En fait, le pistolet est calibré pour tufter à une certaine hauteur, et dans tous les cas, après, c'est retondu pour que tout soit à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, mais en fonction de ce qu'on a prévu dans le design. Et toi, tu peux proposer ces différentes longueurs aussi? Complètement. Et qu'est-ce que ça change, les longueurs, en fait? Ça fait du relief dans le tapis, donc ça permet vraiment d'avoir des tapis qui sont comme sculptés. J'avais une cliente, on a fait des tapis, il y a 4 ou 5 hauteurs de laine sur son tapis, donc on a vraiment l'impression d'un paysage. Voilà, ça crée vraiment de la matière, en fait, ça ajoute de la profondeur au tapis. Ah oui, du relief. Du relief. Et c'est pas toi qui le fais? C'est fabriqué où? Non, j'ai un super atelier qui est en Europe, qui est situé en Europe. C'était important pour moi de produire au plus près. Alors en France, c'était trop cher pour le positionnement que je visais. Donc j'ai réussi à trouver un super atelier en Europe qui a des délais très courts. On a 4 semaines de fabrication, donc j'ai pas trouvé mieux. Et après, il y a une petite semaine de transport par camion. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bon compromis entre la qualité, les délais et la proximité géographique. Ouais. Et la laine, elle vient d'où? La laine, c'est de la laine, hein? Alors c'est de la laine qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est une filière vraiment reconnue pour les tapis. J'ai appris plein de trucs à ce sujet. Les moutons là-bas sont élevés pour leur laine. Donc il y a des élevages consacrés à ça. Ils sont traités comme des pachas. Il y a pas de les prairies sont exemptes de tout chardon, de tout ce qui pourrait abîmer les toisons. Ils sont bien nourris. Ils sont limite shampouinés, massés. Enfin, ils sont vraiment. Parce que ce qu'ils mangent, alors moi j'y connais rien, donc je te pose des questions que d'autres peuvent se poser aussi. Ce qu'ils mangent peut influencer la qualité de la laine. Complètement. Bah comme nous, quand on se nourrit mal, on a une peau terne, on a les cheveux tout plats. Enfin, en fait, c'est leur carburant, donc ils sont extrêmement bien traités pour avoir la plus belle laine, la plus douce. Elle est cardée après, voilà. Enfin, elle est traitée de telle manière qu'elle est extrêmement fine. Enfin, après, on a différentes qualités de laine, mais c'est vraiment une laine, une filière reconnue pour les tapis. Et après, pour les couleurs, c'est teinté là-bas aussi? Parce que toi, j'imagine que tu as tes propres couleurs. Comment tu fais, du coup, pour que cette laine, elle devienne colorée? Alors ça, c'est l'atelier qui gère. En fait, ils importent la laine. Ils ont un teinturier à côté de chez eux. Donc, ils ont ils ont établi une gamme de couleurs de 140 nuances de laine. Et donc, c'est teint à côté de l'atelier par un teinturier, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et tu parlais de soie végétale. Ça, c'est encore une autre matière? Exactement. La soie végétale vient de l'eucalyptus. Donc c'est un matériau qui est beaucoup plus irisé que la laine. Moi j'aime bien les marier dans les tapis parce que ça fait un effet un peu mat brillant. Et la soie végétale, donc j'ai dit ça vient de l'eucalyptus, elle est produite en Allemagne. D'accord. Ok. Alors, on revient sur le sur-mesure. Donc, tu customises les modèles existants, mais aussi on peut faire ce qu'on veut. Tu proposes 140 couleurs. Concrètement, n'importe qui peut venir avec son idée. C'est ça? Comment se passe un échange avec un client? Exactement, c'est vraiment à la carte. Donc, soit le client a déjà une idée préconçue de ce qu'il veut, il a déjà à la limite un croquis, une photo d'inspiration, et on en discute et on choisit ensemble les couleurs. Soit le client n'a aucune idée, il me laisse carte blanche. En fait, c'est vraiment un échange et c'est une co-création pour moi. C'est-à-dire que les briefs des clients, parfois, m'amènent sur d'autres terrains, d'autres styles qui, spontanément, ne sont pas les miens, mais que j'aime tout autant, en fait. Mais ça me donne un cahier des charges qui permet d'aller plus loin dans la création. En général, il faut 3-4 rendez-vous, je pense, en moyenne, pour créer ensemble un tapis. Moi, j'aime bien partir de la couleur, parce que c'est quelque chose de très tangible, c'est subjectif, et puis on s'inspire directement de l'environnement de la personne. L'idéal, c'est que je puisse aller chez le client ou la cliente, évidemment, pour m'imprégner de son univers. Donc j'aime bien partir de la couleur. Il y a des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent en termes de colorama. Je m'aperçois avec l'expérience que en fait, la couleur, c'est ce qui est le plus compliqué, parce qu'on a beau choisir des teintes au départ, finalement, c'est ce qui évolue le plus quasiment. C'est pas tant le design. Le design, je propose en général 3-4 pistes de dessin en fonction de ce que le client souhaite, un motif floral, géométrique, enfin je dis n'importe quoi. Et ça, en fait, c'est assez vite arrêté finalement. Et après, je reviens 2, 3, 4 fois pour la couleur. J'ai des grands échantillons de laine qui permettent de mieux voir les nuances plutôt que les petits pompons. Et donc, en fait, il n'y a pas un seul projet qui se ressemble pour l'instant. Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du choix des canapés, des tables basses, pas forcément du tapis, alors que le tapis peut prendre aussi beaucoup de place. On le voit beaucoup et il peut apporter beaucoup. Donc, quels sont les critères quand on veut choisir un tapis? Toi, comment t'orientes les clients selon ce qu'ils veulent?
J'essaye d'être au maximum à l'écoute de leurs souhaits, justement. En fait, ça dépend vraiment des clients, en fait. Il y en a qui veulent... J'ai vraiment de tout. J'avais une cliente qui voulait un tapis tout simple, hyper doux pour son salon, qui était assez classique. Donc, on a juste fait un motif ton sur ton en bouclé sur la laine coupée. Je pourrais t'expliquer après, si tu veux, les différentes techniques. Mais le tapis, voilà, il est beige, il est cru, tout simple. Et ça va très très bien dans son salon. Après, j'ai d'autres clients qui m'ont demandé un tapis manga pop hyper coloré, justement pour faire écho à toutes leurs illustrations et à leurs œuvres d'art qu'ils avaient au mur. Je m'adapte vraiment à ce que le client souhaite. Et j'essaye de le guider, mais sans donner trop mon avis, parce qu'en fait, c'est leur tapis. Et il faut que ça soit... Enfin, souvent, je dis, votre première intuition est la bonne. Quand un client me dit, j'adore cette couleur, mais qu'après, finalement, il hésite, je dis, mais c'est ce que vous avez choisi en premier, et en général, vous avez raison. Enfin... Voilà, donc j'essaye d'accompagner comme ça les clients en écoutant leurs choix et en les confortant surtout dans leur intuition. Je trouve que c'est super important. Il y a quelque chose qui n'est pas évident, ce sont les dimensions. Souvent, on ne sait pas trop. Alors, comment on décide des dimensions d'un tapis qu'on veut acheter ? Alors, il faut savoir plus un tapis est grand, plus il agrandit la pièce. On a tendance à se dire, j'ai une petite pièce, donc je vais prendre un petit tapis, mais en fait, ça va morceler plutôt qu'autre chose. Il est dit que c'est bien que le tapis soit un peu plus grand que le canapé. Et il est d'usage aussi de faire passer le canapé sur le tapis. Voilà, comme ça unifie en fait le coin salon, par exemple. On prend un salon. Pareil pour une table de salle à manger, c'est pas mal que le tapis dépasse bien de la table, de manière à ce que les chaises soient au moins les 2 pieds avant dessus quand on est assis à la table. Voilà. Sinon en fait, ça fait quelque chose de très étriqué et qui a tendance à morceler l'espace et à pas l'unifier. Alors qu'un beau grand tapis, finalement, ça respire en fait. Ouais. Et tu fais beaucoup de tapis ronds. C'est une forme qu'on voyait vraiment pas du tout avant, qui arrive tranquillement, et c'est vrai que c'est sympa. Mais écoute, oui, j'en avais dessiné spontanément pour la collection parce que je trouvais que ça allait bien avec les motifs que j'avais en tête. Et en fait, il y a pas mal de clients qui m'en demandent des formes un peu organiques ou justement pas rectangulaires. Et c'est vrai que ça s'inscrit bien dans les espaces en fait. Finalement, parce qu'on tourne autour, il n'y a pas de question d'angle. Donc dans les espaces un peu alambiqués, ça va super bien. Finalement, encore une fois, ça unifie, ça adoucit. Et l'avantage du sur-mesure, c'est qu'on fait ce qu'on veut en fait. Là, j'ai fait un tapis récemment, il a une forme de palette. Parce qu'il y avait une porte à laquelle il fallait échapper pour rentrer dans le salon. Donc hop, on a fait un petit creux dans le tapis, mais qui va hyper bien avec la forme. Ah oui, c'est ça. Tu peux faire un truc un peu organique. C'est la grosse tendance aussi. Alors, tu nous parlais tout à l'heure des différentes techniques. Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme différentes techniques ? Alors, quand on tufte, on peut tufter soit en coupé. Enfin, ça veut dire que la laine est tondue et le brin de laine est tout droit. Enfin, il sort tout droit du canevas. Soit il peut être bouclé. Ça veut dire qu'il re-rentre dans le canevas et qu'il forme une boucle, comme son nom l'indique. Et ça fait aussi des effets de matière très intéressants. Le bouclé prend plus la lumière, donc ça va être plus clair. Enfin, une même couleur va apparaître plus claire en bouclé. Et ça permet de dessiner des motifs très doux, de faire quelque chose de très fondu. C'est très intéressant, en fait. On peut jouer sur les hauteurs, donc le bouclé, et tout ça coupé, sur un même tapis. Tout ça sur un même tapis. Ouais, exactement. Et on peut aussi faire du carving. Ouais. C'est encore une autre technique. Donc ça, c'est le fait de sculpter la laine après tufting. Donc t'as ton tapis, il est fini, et tu viens creuser la laine avec des ciseaux spéciaux, donc soit pour recréer un motif, soit pour accentuer une délimitation entre 2 couleurs. Ouais, ok. Et alors, grande question aussi, quel entretien quand on fait une petite tache ? Grande question, moi ça a été un de mes grands freins avant de me décider à acheter des tapis. L'entretien, c'est surtout ne jamais brosser. En fait, c'est comme un beau pull en laine, si on frotte, ça feutre. Donc l'instruction numéro 1, c'est de tamponner. Et d'utiliser que des produits naturels. Donc moi, j'utilise du savon de Marseille et de l'eau tiède, tout simplement. Si par malheur, il y a un verre de vin rouge qui est renversé, il faut absorber au plus vite le liquide ou la matière, la nourriture qui peut être renversée. Il faut au plus vite agir, en fait, pour éviter que la laine absorbe. Tamponner avec de l'eau tiède, du savon, jusqu'à ce que la tache soit absorbée par le chiffon, avec un chiffon propre, évidemment. Et toujours agir de l'extérieur de la tache vers l'intérieur de la tache pour éviter de l'agrandir, en fait. Ah, c'est vrai qu'on n'y pense pas. On étale, en fait. Énervé. Ouais, non, et donc voilà, vraiment ne pas frotter, parce que en fait, c'est vraiment comme un beau pull en laine. Donc, pas de produits chimiques. Tout ce qui est brosse miracle, la résine, les shampoings miracle et tout ça, je déconseille fortement, vraiment. Et on le plie pas en 59 dans une machine à laver. Non, alors non, ce sont des tapis qui sont très denses, donc qui sont assez rigides. C'est pas comme les tapis berbères qui sont assez souples. Là, au contraire, il y a une tenue. Enfin, on peut pas le plier, clairement. D'ailleurs, quand on le stocke, si jamais on le stocke, il faut le rouler sur lui-même, ne pas le stocker à la verticale, sinon il s'affaisse.
Et donc non, on peut pas le shampouiner, on peut pas le mettre à la machine. Ouais. Sur ton site, tu dis le tapis qui rend heureux. Toi, tu as un vrai univers, tu veux proposer, montrer qu'on peut mettre de la couleur, oser un peu plus. Alors moi, j'adore la couleur, vraiment. Je trouve que oui, c'est un paramètre de déco qui rend heureux ou pas. Enfin, ça dépend vraiment des gens. Moi, dans mon cas, si j'ai pas de couleur autour de moi, si je suis pas bien en couleur, je me sens pas bien. En revanche, je m'adapte complètement au client. Donc encore une fois, si le client souhaite un tapis tout beige avec juste des petites incrustations en beige, c'est possible. Tout est possible. Ok. Tout est possible. D'ailleurs, avec les pros, tu travailles aussi avec des pros particuliers et professionnels peuvent te contacter. Bien sûr, c'est vraiment, voilà, encore une fois, à la carte. C'est vrai que pour les archis, ça peut être une bonne solution. Les décorateurs, les archis qui proposent souvent du sur-mesure. Ouais, mais j'ai déjà eu d'ailleurs des architectes qui ont fait appel à moi. Je les en remercie. Tu as fait une collab aussi avec Pierre Rioufol. Pierre Rioufol, ouais. Qui est un artiste que j'adorais avant de me mettre à faire des tapis. Et je l'ai contacté il y a 1 an pour lui proposer une collab. Et il m'a dit, ok, bingo, on transforme un de mes tableaux en tapis. Donc ça a été hyper rapide, hyper fluide, hyper joyeux. Enfin voilà, donc on a choisi les couleurs et en 1 mois c'était réglé. C'était génial. Ouais. Et alors, comment t'es venue l'idée de Tapis Chéri ? Eh bien, écoute, l'idée est née d'un besoin que je n'ai pas réussi à Oui, c'est ça. Tu t'es dit, je veux un tapis, je ne trouve pas, je me le fais. Exactement. Il y a 3 ans de ça, on a déménagé et il fallait des tapis. J'avais jamais acheté de tapis de ma vie avant. Faut le savoir. C'était pas pour moi. Enfin, tu vois, les apparts étaient soit trop petits, soit j'avais un frein énorme avec l'entretien, soit je sais pas. J'avais jamais acheté de tapis. Et bon, là, il fallait vraiment des tapis là où on est maintenant. Et j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Donc c'était en très résumé, c'était soit un peu les tapis qu'on voit partout qui sont pas chers et pas forcément de super qualité, soit c'était des tapis très beaux parce qu'il y a une belle offre en tapis, mais je me reconnaissais pas dans les styles proposés. C'était trop sérieux. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était pas moi. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais dessiner mes tapis et je vais les faire faire. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis de fil en aiguille, les gens qui venaient à la maison me disaient, ils sont cool tes tapis, je galère. Tu les as trouvés où ? C'est compliqué de chercher un tapis. Enfin, il y avait toujours la même phrase qui revenait. Et un beau matin, mon mari m'a dit, mais lance ta marque. Après tout, tu vois bien qu'il y a une demande. Pourquoi tu ne te lancerais pas ? Donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais tu faisais quoi, toi, depuis 10-20 ans ? Alors depuis la fin de mes études, j'étais architecte d'intérieur pour l'architecture commerciale. Ah oui, donc tu étais déjà un peu dans le milieu de la déco ? Ouais, exactement. J'ai fait une école, j'ai une formation artistique. J'ai fait l'école Boulle en métier d'art d'abord et en design ensuite. Et après, j'ai travaillé dans l'architecture commerciale, notamment pour les grands magasins à Paris. De très belles maisons, enfin des super expériences. Donc oui, j'avais déjà ce côté déco, archi, enfin voilà. Ouais, je me permets, juste tu reviens parce que tu parlais du prix. C'est vrai que c'est quand même assez vite cher aussi. Comment on justifie le prix d'un tapis ? La laine en elle-même est chère. Enfin, c'est un matériau qui vient en plus de loin. Bon, c'est pas très écolo, mais voilà. C'est long à faire. En fait, on peut pas aller plus vite que la musique. Donc, même s'il y a, par exemple, si on commande une série de 10 tapis, il y aura pas forcément d'économie d'échelle parce que le procédé est... Oui, on peut pas aller plus vite. C'est pas comme une machine à tisser la moquette, par exemple, qu'on paramètre et qui va dérouler ses kilomètres de moquette. Là, c'est vraiment, à chaque fois, on met sur l'ouvrage un nouveau modèle. Et c'est long. Par exemple, j'ai un tapis qui s'appelle Poids. Il est assez cher parce que plus le motif est petit, plus c'est long. Tu vois, un uni, par rapport à un léopard, par exemple, un uni sera évidemment moins cher qu'un léopard. Et donc je dirais que c'est le temps passé, la matière déjà, le temps passé. Et c'est vrai que ça reste un budget, je le reconnais. Moi, j'aurais voulu être plus accessible au départ. Et en fait, je me rends compte que je peux pas forcément être au prix que je visais quand j'ai imaginé la marque. Ou tu le seras peut-être plus tard. Non, plus t'en fais, plus tu... Non, en fait, il n'y a pas tellement d'économie d'échelle. Enfin, tu vois, je vais à la moindre commander 10 000 mètres carrés du même modèle. Et encore, je suis même pas sûre parce que la main de l'homme comme le robot qui teuf ne peut pas aller plus vite. En fait, tu vois, c'est... Ah ouais, bien sûr. Non, mais attends, et puis la qualité a un prix, c'est intéressant. Et ta marque a combien de quoi ? 2 ans ? Non, je l'ai créée en mai l'année dernière et je l'ai vraiment lancée en septembre à Maison et Objets. Donc même 2022. Pas un an ? Non, même pas un an. Et donc là, je projette de fêter les 1 an de Tapis Chéri en septembre. Justement, je refais Maison et Objets. Et ensuite, je loue une boutique dans le 10e pendant 15 jours pour présenter la 2e collection et fêter, faire une petite fête pour les 1 an de Tapis Chéri. Ah tu nous tiendras au courant. Super. Avec plaisir. Merci beaucoup, Camille. Merci, Hortense. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute.
Je suis avec Anne Kérard, la fondatrice de Ozo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi pas encore, donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Parce qu'à l'heure où nous sommes de plus en plus nombreux à être sensibles au bien-être chez soi, au feng shui, aux bonnes ondes, Ozo est une marque de produits parfumés énergétiques. C'est-à-dire que ce sont des bougies, sprays ou diffuseurs de parfums qui agissent comme des soins pour la maison. Bonjour Anne. Bonjour Hortense. Est-ce que c'est bien ça? Alors racontez-nous ces soins énergétiques, qu'est-ce que vous proposez et comment ça marche? Alors, je propose des soins parfumés aux énergies actives pour la maison. Donc, ce sont des créations parfumées pour diffuser chez soi sans toxicité et surtout avec une fonction. Donc, il y a 3 gammes, purifier, harmoniser, protéger. Et grâce à ces diffuseurs, sprays ou bougies, vous pouvez changer l'état vibratoire de votre lieu pour vous sentir mieux chez vous. Alors, c'est quoi l'état vibratoire? Alors, c'est la fréquence de votre lieu. C'est en fin de compte, tout est fréquence autour de nous. Vous êtes fréquence, le bois, les couleurs, toute matière est une fréquence également. Et l'objectif, c'est d'harmoniser toutes ces fréquences pour qu'on se sente bien chez soi, qu'on se sente bien dans sa vie. Et donc, on a voulu, avec l'aide des propriétés des plantes, l'énergie des plantes dans ces produits Ozo, transformer cette énergie pour vous sentir mieux chez vous. Donc, en fait, ça veut dire que les plantes, quand on dit le pouvoir des fleurs, le pouvoir des plantes, elles ont vraiment ce pouvoir, elles ont des principes actifs. Ça veut dire quoi, des principes actifs? Elles ont des principes actifs, elles ont des propriétés. Donc, je vais vous en citer certaines sur certaines des gammes, et ça va vous parler tout de suite sur leurs propriétés que l'on connaît. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, mais il y en a beaucoup quand même qui sont connues du grand public. Et c'est grâce à ces propriétés et à leurs énergies qu'on peut avoir une action dans ces produits. Donc ça améliore quoi, par exemple? Si on prend la gamme purifiée, par exemple, purificatrice Ozo, à l'intérieur donc de chacun des produits, donc aussi bien les flammes, bougies, les pluies, sprays ou les brises diffuseurs, il y a une trentaine de plantes qui ont été sélectionnées pour être en macérat avec soit la cire végétale, soit l'alcool végétal. Et dans cette gamme, je ne vais pas vous citer les 30 parce que je pense que ça va un petit peu lasser tout le monde, mais il y a par exemple du Palo Santo, de la sauge blanche, du romarin, du thym, du genévrier, du gui, du bambou, de l'eucalyptus, de la menthe, du pin, du clou de girofle et bien d'autres. Donc quand vous parlez de Palo Santo, quand on parle de sauge blanche, quand on parle d'eucalyptus, on voit quand même que c'est des plantes qui ont l'habitude de purifier, d'assainir, de dégager. Voilà. Et c'est la même chose dans la gamme harmonisante et dans la gamme protectrice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on brûle une bougie, qu'est-ce qui va purifier par exemple concrètement ou harmoniser? C'est la senteur, c'est ce qui se dégage, il y a des choses qui se dégagent de la flamme? Exactement, en fin de compte, c'est le macérat de plantes qui, grâce en fin de compte à la connexion soit avec le spray pour le spray, soit avec la bougie avec la cire végétale, c'est un catalyseur qui va permettre de diffuser ses propriétés et ses énergies. D'accord. Et alors, il y a quoi dedans? Donc, si on prend la bougie ou les sprays, oui, effectivement, vous dites pluie, ou c'est des jolis mots. Il y a pluie et brume. Et brise. Oui. D'où viennent les plantes? Ce sont des plantes normales, entre guillemets? Oui, alors c'est des plantes tout à fait normales. Alors, il y a plus de 90% des plantes qui viennent du Pays Basque où sont fabriqués les produits. Elles sont semées, cueillies, mises en macérat dans l'atelier, et on s'approvisionne des matières que l'on ne peut pas cultiver en France dans les pays où ils sont cultivés, comme par exemple le Palo Santo, l'ambre, le Liban sacré. Voilà. D'accord. Le macérat, ça veut dire quoi? C'est la macération? Oui, c'est-à-dire qu'on est sur un procédé d'olfactothérapie. On n'est pas sur de l'aromathérapie, donc on ne fait pas de distillation d'une partie des plantes pour créer, en fin de compte, une huile essentielle. Moi, j'ai absolument pas voulu ça. J'ai voulu vraiment prendre aucune contre-indication, vraiment pratiquement aucune, pour que ça soit vraiment des soins universels pour tout le monde. Et donc, il faut savoir que sur les huiles essentielles, on a des contre-indications pour des personnes épileptiques, pour des personnes avec des problèmes cardiaques, pour des personnes qui ont des pathologies qui ne connaissent d'ailleurs peut-être pas, des enfants, etc. Donc on est en olfactothérapie, donc on prend la globalité de la plante et on la met en macérat, dans un macérat d'alcool végétal et d'huile. D'accord, et qui fait ça? Alors c'est Virginie, qui est dans le Pays Basque et qui réalise tous les produits Ozo.
Et comment elle les sélectionne, ces plantes-là, en fait? Parce qu'elle a une connaissance parfaite sur le pouvoir des plantes, les propriétés des plantes. Quand je l'ai rencontrée, bien entendu, on a fait cette sélection ensemble. Sélection des plantes, sélection aussi des parfums. Il y a eu une multitude de propositions qui étaient liées, bien sûr, à la fonction à chaque fois. Et maintenant, voilà que la formule est figée. Oui, parce qu'il peut y avoir des bonnes plantes qui sentent mauvais. Oui, il peut y avoir des bonnes plantes qui sentent mauvais, mais à ce moment-là, en fin de compte, dans le macérat, on réussit à faire en sorte qu'il y ait une harmonie. Voilà. Ozo, ça veut dire harmonie suprême en amérindien. Et le principe d'Ozo, c'est que tout doit être harmonie, même dès la fabrication. Et elle les trouve où, en fait? J'en reviens à ma question, mais elle les trouve dans des champs, en se promenant, ou il y a Alors, il y a beaucoup de plantes qui sont récoltées en forêt, à côté d'où est l'atelier. Et puis, elle a aussi des terrains où il y a des plantations qui ont été faites expressément pour cela. Et elle, c'est quoi son métier? Alors, elle est parfumeur, chimiste de formation. Elle fabrique des produits d'ailleurs cosmétiques, des parfums, et elle a un don incroyable en énergie, qu'elle a la joie de mettre en service d'Ozo, et puis également pour son plaisir personnel. Mais ah oui, elle est énergéticienne aussi, donc son travail fait que même elle peut apporter, alors je ne sais pas comment on pourrait dire, des bonnes vibrations aux plantes en les travaillant. Bien sûr, mais ce n'est que ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une symbiose entre l'énergie de la plante et son énergie, et c'est ce travail-là d'harmonie des énergies qui fait que les produits sont totalement actifs. Ah oui, comme une énergéticienne pourrait réénergiser des humains, elle le fait avec des plantes. Voilà, elle a un contact particulier avec les plantes, et en fin de compte, elle réussit à créer cette alchimie. Voilà, magique. Et alors, une fois que ces plantes sont macérées, comment vous les transformez comment elles deviennent un spray ou une bougie? Alors, je ne vais pas révéler tous les secrets de fabrication, mais en fin de compte, je vais le faire d'une manière très, très, très synthétique. Pour, par exemple, les flammes, les bougies, ce macérat est mis en fin de compte dans un beurre pour créer un cœur de plante, et après c'est mis dans un moule et avec la cire végétale, et on crée ce cierge avec ce cœur de plante actif. Et pour les sprays, donc les pluies ou pour les diffuseurs, en fin de compte c'est adjoint avec de la colle végétale. D'accord. J'en reviens à harmonisante, purificatrice ou protectrice. Protectrice, c'est pour faire quoi concrètement? Alors, c'est des macérats là plutôt de bois et de résine. On est beaucoup sur de l'encens, de la myrrhe, il y a de l'oliban sacré, du chêne, du cèdre, du oud, entre autres, du cerisier. Donc on est vraiment sur des éléments qui vont permettre d'élever la fréquence vibratoire du lieu sur lequel ça va être diffusé. Et quand on a une fréquence haute, en fin de compte, on a une sorte de protection. C'est un petit peu comme vous. Quand vous avez une fréquence qui est une belle fréquence, vous avez une belle immunité. Vous attrapez beaucoup moins de virus. Les lieux, c'est un petit peu la même chose. Quand ils ont une belle fréquence, déjà, ils vous nourrissent. C'est pas vous qui les nourrissez. Ils vous nourrissent, ils vous rechargent. Et en même temps, ça permet d'avoir moins de toxicité qui arrive. Voilà. Ouais, et ça peut, du coup, en brûlant ce type de produit ou en diffusant dans sa pièce, on peut vraiment se sentir mieux? Oui, totalement. Totalement. Alors, on aurait fait ce podcast il y a presque 2 ans. J'aurais eu beaucoup moins de recul que maintenant. Maintenant, la marque va avoir 2 ans. Et j'ai vraiment... et c'est une joie d'ailleurs, les retours des utilisateurs d'Ozo, et qui me témoignent chaque jour vraiment tout leur ressenti, tout ce qu'ils peuvent avoir comme bienfait maintenant avec ces flammes, avec ces pluies ou avec ces brises. Voilà. Mais même, pour aller plus loin, est-ce qu'il y a 10 ans, ça aurait aussi bien marché? Parce que on parle depuis quelques années encore plus du bien-être chez soi, et au-delà du fait qu'on en parle, on a envie d'être bien chez soi. C'est assez nouveau à ce point-là. Oui, alors... Il y a 10 ans, peut-être qu'on n'était pas encore ce que j'appelle le time to market. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie prise de conscience aussi durant la Covid, où les personnes se retrouvant chez eux, confinées, ont eu ce sentiment vraiment que leur chez eux était un cocon protecteur, était vraiment un lieu où on en devait vraiment en prendre soin.
parce que c'était là où voilà, on se retrouvait, on repartageait des choses et voilà, on devait être nourri par ce lieu. Donc là, il y a déjà eu cette prise de conscience. Et puis, à ma grande joie aussi, les gens commencent à comprendre également voilà, comment les choses s'articulent dans notre vie et qu'il y a des connexions avec voilà, des choses visibles et invisibles et que voilà, ces énergies sont importantes dans notre vie pour se sentir beaucoup mieux. Et cette connexion, elle prend vraiment maintenant voilà, toute son ampleur. Alors que vous le disiez tout à l'heure, il y a des peuples ou des pays où c'est ancré depuis des années. C'est ancré depuis des années. Par exemple, Ozo, qui veut dire quête d'harmonie suprême et beauté en amérindien, cette force Ozo, voilà, qu'ils recherchent tout au long de leur vie, être dans cette énergie d'Ozo, cette énergie d'ancrage, cette énergie d'harmonie et de beauté. Voilà, ces peuples ancestraux, c'est les Amérindiens, mais chez les Incas, c'était pareil, avaient tout compris. Ils avaient déjà compris quelles plantes il fallait récolter pour pouvoir purifier leur lieu, pour se sentir bien dans leur maison. Enfin, c'était pas des maisons, c'était des sortes de huttes. Et puis également préparer les lieux à des cérémonies pour que l'énergie des lieux soit bien particulière pour ces cérémonies. Donc, en effet, j'ai repris que des recettes ancestrales. Et mais pourquoi c'est pas autant installé chez nous, dans nos civilisations ? Parce que on est passé dans des phases très cartésiennes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'est vraiment éloigné vraiment de l'énergie de la nature. Et on est en train de revenir à l'énergie de la nature. On commence à comprendre déjà avec voilà, toute la détresse écologique que l'on découvre, avec aussi tout ce que l'on a fait comme erreur au niveau de l'alimentation ces derniers siècles. Donc tout commence à revenir en fin de compte sur la source. Et oui, la nature, elle est là pour nous protéger, elle est là pour nous nourrir, elle est là pour faire en sorte qu'on se sente mieux. Et en fin de compte, il faut en prendre soin pour ça. Ouais. Comment vous avez eu cette idée ? Quel est votre parcours, vous ? Alors, cette idée, je le dis souvent, hein, c'est un accouchement de mes expériences personnelles et professionnelles. En fin de compte, ça m'est venu assez vite après ma dernière expérience professionnelle. C'était juste au début du premier confinement. Voilà, je voulais vraiment créer une marque qui reprenne ces recettes ancestrales, justement, des plantes. Utiliser ce pouvoir des plantes, cette magie des plantes, pour se permettre de se sentir mieux. On a tout. Voilà, la nature nous offre tout et on ne s'en sert pas. Enfin, on s'en sert peu. Donc je voulais vraiment cela. Et à un moment donné, comme j'ai fait des études de Feng Shui par plaisir il y a 15 ans, ça s'est connecté en me disant, mais tu as développé des produits toute ta vie, en fin de compte. D'abord en agroalimentaire pendant pratiquement 10 ans, puis après en cosmétique. Et il n'y a personne qui n'a pensé à faire des soins, entre guillemets, cosmétiques pour la maison. C'est-à-dire prendre soin de sa maison avec des produits pour avoir une réciprocité sur soi. Et donc, il faut créer cela. Il faut créer la première marque de soins parfumés, énergétiques pour la maison, pour pouvoir prendre soin de ces lieux et donc se sentir mieux après. Voilà. Et vous avez une autoroute devant vous. En plus, vous êtes seule, là, pour l'instant. Alors, pour l'instant, oui. C'est un nouveau marché à conquérir. C'est vrai que le segment, pour l'instant, est peu encombré. C'est certain. Voilà, moi, je voulais vraiment réunir avec Ozo ces 4 marchés qui étaient vraiment des marchés qui florissaient, mais seuls. Le marché des très belles senteurs pour la maison, le marché du fonctionnel, particulièrement avec des huiles essentielles, mais qui étaient plutôt sur des produits vendus en parapharmacie, pharmacie. Le monde de l'énergétique, qui était un monde un petit peu méconnu, et qui gravitait dans son coin. Et puis le monde de la déco. Moi, je suis une passionnée de déco depuis des années et des années et des années. J'ai toujours donné des conseils déco à des copains. J'adore décorer des apparts. Je ménagerais presque plus pour pouvoir redécorer les apparts. Donc, c'est en fin de compte, c'est tous ces marchés que j'ai réunis avec Ozo en disant, voilà, je veux pour la première fois, on diffuse des choses chez soi qui ne soient pas toxiques. Je veux qu'il y ait une fonction. C'est quand même trop dommage de diffuser des senteurs et qu'en même temps on puisse pas avoir une fonction. Et en plus avoir des très beaux objets
pour mettre chez soi, avoir le plaisir de les regarder, et pour la première fois d'avoir ces cierges avec ce cœur de plante qu'on peut également aussi améliorer, décorer. Alors j'aime pas trop ce terme-là, c'est plutôt des bijoux d'intention, je vais vous en parler après. Ouais, dites-nous, c'était ma prochaine question. J'ai vu qu'il y avait aussi des stocks, des bijoux, des mobiles de bougies. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce que je voulais, c'est vraiment proposer une expérience énergétique globale. Et comme, ce cierge, cette flamme, elle est un peu particulière. C'est-à-dire que c'est un soin. C'est pas une bougie classique. Il faut vraiment avoir des conseils d'utilisation. Pas plus d'1 heure la première fois de combustion. Les fois suivantes, pas plus de 2 heures. Toujours recouper la mèche pour qu'elle fasse pas plus de 5 mm. C'est une mèche de coton bio. Elle ne va jamais se dilater toute seule. Tout ça, c'est vraiment des conseils pour vraiment que le cierge se consume de manière régulière. Mais malgré ça, il peut avoir des combustions un petit peu différente, parce que c'est un peu comme une plante, ce cierge. Enfin, les produits sont comme des plantes, mais le cierge est particulièrement plus spectaculaire en transformation, je dirais. Donc, si il agit en absorbant beaucoup de choses au niveau de votre atmosphère, de votre pièce, il peut combuster beaucoup plus rapidement, il peut avoir une action très vive, et donc ce cierge peut vraiment se transformer et avoir une réaction qui est assez surprenante. Et donc, je voulais vraiment, ça s'ancre dans l'esprit des gens, que c'est pas une bougie normale. Vous l'allumez pas comme ça, puis vous la laissez faire. Alors déjà, avec toutes les bougies, normalement, il faut quand même en prendre soin, mais tout particulièrement avec Ozo. Et donc, il faut vraiment avoir conscience de cette interaction. Et je voulais continuer cette interaction avec ces bijoux de bougie, ces bijoux d'intention, pour dire, vous avez une bougie qui est comme une plante, il faut en prendre soin. Donc, vous pouvez également l'accompagner avec des bijoux de bougie. Ces bijoux d'intention sont faits pour matérialiser des intentions que vous avez, pour, par exemple, les portails énergétiques qui s'ouvrent lors des nouvelles lunes, pleines lunes. Il y en a beaucoup qui suivent ces cycles lunaires et donc qui portent des intentions. Là, on les matérialise vraiment, par exemple, avec les astres, les astres. Et quand on pine dans la bougie, l'intention est matérialisée énergétiquement. Elle est concrétisée. La même chose avec les âmes, où là, on est plutôt sur des intentions qu'on porte à des êtres chers de ce monde ou partis. On matérialise aussi ces intentions. Et à partir de la taille moyenne de la bougie, là 750 grammes, on peut également mettre ce que j'appelle des mobiles qui diffusent dans l'univers des intentions de paix et de joie, puisqu'ils sont gravés, ou qui révèlent, il y a un autre modèle qui s'appelle Révélation, qui sont avec des pastilles, et donc avec la flamme, ça révèle sur vos murs des jeux de lumière, et donc ça apporte la joie et la lumière dans votre vie. Super, merci beaucoup Anne pour ce petit épisode Good Vibes, merci beaucoup. Merci Hortense, avec grande joie. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Créer des collages à partir de végétaux, de fleurs séchées, des genres d'herbiers revisités, c'est ce que propose Stéphanie Montagu, alias Elle aime les fleurs. Je l'ai connue car elle est exposée et vendue chez Maison de Vacances et son univers, en plus d'être artisanal, minutieux, poétique, artistique, m'intrigue. Je suis donc ravie qu'elle nous raconte l'histoire de sa jolie marque. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, je parle de Maison de Vacances. Quand est née la marque ? Alors, je suis arrivée chez Maison de Vacances, si je compte en maison et objets, j'ai l'impression il y a 2 ans. Alors, quelle est l'histoire de cette marque ? Raconte-nous les débuts, comment tu as eu l'idée, d'où tu venais, qui es-tu, où vas-tu ? Alors, qui j'étais ? Je m'appelle donc Stéphanie Montagu, je travaillais dans la publicité, je faisais du conseil pour les marques de luxe, je les conseillais à la fois sur leur stratégie et sur leur image. Et puis, le jour où j'en suis partie, je me suis posé la question de ce que je pouvais faire, moi de façon autonome et avec mes mains, sans être tributaire d'un directeur artistique ou d'un tel faiseur, ou de pouvoir vraiment maîtriser. Donc en fait, ne sachant pas dessiner, ne sachant pas peindre, je me suis dit que j'allais prendre les végétaux pour leur force ou pour leur expressionnisme, en fait, presque, pour leur forme, et que j'allais composer avec ça, d'où les débuts du collage. Enfin, quoique là, je fais un petit raccourci en allant un peu trop vite, parce qu'au départ, l'idée est venue,
Si vous voulez, en fait, c'est presque de l'esprit de contradiction. Il y avait une très jolie marque à l'époque qui s'appelait Herbarium et qui a revisité l'herbier. Mais eux, littéralement, c'était l'herbier revisité. Et j'ai été un peu choquée de voir que, à leur suite, tous les gens qui travaillaient avec des fleurs séchées ne faisaient que des copies, peu ou prou, de l'univers inventé et développé par Herbarium. Et je me suis dit, mais c'est quand même idiot de réduire la fleur simplement au pétale, le végétal à la couleur, de répéter des motifs en cercle, comme si on ne pouvait pas faire dire autre chose aux fleurs. Pourquoi on ne s'intéressait pas aux feuilles, pourquoi on ne s'intéressait pas à toutes les étapes, à quelque chose finalement de plus naturel et de moins gommette que utiliser simplement un végétal pour répéter des motifs. Donc au départ, c'était ça. C'était de se dire, je vais faire des choses avec des fleurs, mais je vais le faire à ma façon. Et ma façon n'est pas venue tout de suite. Parce qu'au début, les premiers herbiers, en fait, étaient cousus sur tissu. Donc au départ, quand le premier endroit où j'ai été montrée à Paris, c'était au Bon Marché. Et où là, c'était uniquement des pièces sur tissu et qui étaient cousues. Et c'était un univers, je renie pas du tout cette période-là, mais c'était purement esthétique. Je racontais pas d'histoire, parce que ne brodant pas, j'ai pas pu allier, par exemple, la broderie, qui aurait été une façon intéressante aussi, comme je fais avec mes collages papier aujourd'hui, de raconter d'autres choses. Non, c'était simplement des fleurs agencées un peu façon champêtre, sur un vieux tissu en lin brodé. Et donc, je me suis très vite ennuyée. Donc, quand le Bon Marché m'a reproposé, entre le Covid, de réexposer encore pour 6 mois, je suis arrivée avec des œufs papier. Ils s'y attendaient pas. Et ils m'ont dit, non, mais tu as été prise ici pour le tissu. J'ai dit, on va faire, un peu des deux. Et puis, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le papier. D'accord. Donc oui, parce qu'il y a des fleurs séchées, puis maintenant, après, tu as ajouté des mots, des collages. Oui. Je voyais, tu parles de haïkus, je suis allée voir, tu peux expliquer peut-être aux auditeurs, de haïkus végétaux, tu as même des nus qui sont sublimes. Tout ça, le lien, en fait, c'est certainement la poésie. C'est de détourner, en fait, ce principe poétique, de détourner une image, où là, en l'occurrence, c'est une fleur, pour lui faire dire autre chose, lui donner une teneur un peu plus riche que simplement ce qu'elle dit. Et donc, le premier travail, ça a été de donner une voix aux fleurs, donc avant même les références esthétiques. Mon premier boulot, effectivement, ça a été de faire parler les fleurs. Donc, je découpais, c'est ce qu'on appelle la technique des cadavres esquis. Donc, ça veut dire que dans un ouvrage, j'allais sélectionner une phrase, à l'intérieur de cette phrase, des mots, et je recomposais comme ça un poème, un peu en écriture automatique. Donc, c'est beaucoup moins dur, parce qu'on n'a pas la page blanche, on a une matière... exactement comme je l'ai avec les fleurs. Et c'est tout simplement un agencement qui crée un nouveau sens. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ça disait quelque chose. C'est-à-dire qu'une marguerite avec la tête un peu penchée, parce que je respecte la courbe, ou en tout cas la façon dont les végétaux, leur expression, comment ils sont, des fois un peu plus... les fleurs ne sont pas calibrées. Eh bien, avec certains mots, elle avait presque une personnalité. En fait, ça devenait presque une personne. Oui. Alors, comment tu les choisis, c'est tes matières premières, ces végétaux, tu les trouves où? Et puis, quels sont tes critères de sélection, en fait? Les critères de sélection, en fait, j'en ai pas vraiment. C'est plutôt à l'ouverture de la presse. Parce qu'en fait, entre le moment où on cueille et une fois qu'on les a pressés et qu'on ouvre, il y a beaucoup de ratés. Ou en tout cas, il y a des choses plutôt déceptives. Donc c'est toi-même avec tes petites mains qui va dans des champs ou dans des forêts, qui ramasse des feuilles. Ou sur les trottoirs de Montreuil. Parce que nous sommes à Montreuil, dans sa très jolie maison, maison de Stéphanie. Parce que, en fait, comme j'ai commencé période confinement, en fait, j'avais les trottoirs, et Montreuil est une ville assez verte, en fait, et comme ça, un peu sauvage, un peu wild, et il y avait plein de... Et puis surtout, comme la voirie ne passait plus, il y avait vraiment beaucoup d'herbes folles,
ce qu'on appelle des mauvaises herbes, même si elles ne sont pas mauvaises, mais qu'elles sont très belles. Et je me suis rendu compte qu'elles séchaient excessivement bien. Et certaines étaient même plus belles et plus intéressantes une fois sèches que ce qu'on pouvait voir, parce qu'en fait, on passe à côté d'elles sur les bas-côtés des trottoirs et on les remarque pas forcément. Donc en fait, dans mes compositions, je tiens à ce que ce soit donc des fleurs sauvages. Des fois, pour avoir de plus belles pièces, ça m'est arrivé d'en acheter chez des fleuristes, mais je fais très attention qu'elles aient été, que ce soit des fleurs, par exemple, françaises. D'accord. Voilà. Et après quoi, tu les ranges, tu les classes, tu les conserves par style, par taille, par couleur ou pas du tout? C'est là où c'est le bazar. J'essaie. Alors la méthode de classement, elle est très aléatoire. J'ai essayé plein de trucs par espèce, mais ça marche pas en fait. Comme aujourd'hui, j'en suis à plutôt à les classer par taille. C'est-à-dire qu'en fait, les grands sujets, je les mets à part. Les moyennes, je les mets aussi parce qu'en fait, après, en composant avec les papiers, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais en fait, tant que je suis avec mes ciseaux, le papier, on va dire, ou les mots, voilà, c'est moi qui dirige. En fait, c'est un travail finalement assez intellectuel. En fait, c'est moi qui décide. Et puis, je coupe avec le cutter, bam, je remets à l'échelle, etc. Mais quand arrive le moment de travailler avec la nature et donc les fleurs séchées, c'est plus moi qui décide de rien. C'est-à-dire que j'ai un fond dont je suis à peu près contente, mais il faut que je trouve la fleur qui ne sera pas comme un nez rouge sur ce collage. Et justement, comment tu travailles ? Comment tu les disposes ? Est-ce que combien de temps ça te prend ? Est-ce que tu fais plein d'essais ? Parce que tu as le champ des possibles. Oui. Il y a des fois une fleur très inspirante. Donc ça peut partir du végétal. Alors ça, il faut qu'elle ait une forme ou une couleur, enfin une expression très forte. Où je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'elle ? Donc dans ce cas-là, c'est elle la star. Et je vais chercher à rebours dans mes papiers une histoire à raconter qui aille avec elle. Ou à l'inverse, aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé sur des papiers, j'ai fait que des collages et pour l'instant, j'ai pas encore mis de fleurs. Donc, et ça sera l'étape de demain. Donc ça dépend vraiment. Oui, parce que c'est vrai que tu as deux choses. Tu as d'abord le collage qui peut raconter une histoire, que ce soit des images ou des mots, ou les deux. Et en plus, après, tu rajoutes toujours le végétal. Et c'est le moment où c'est le plus long, en fait, bizarrement. De mettre les végétaux ? Oui. En fait, de trouver... C'est une question, je ne sais pas comment l'expliquer là sans le montrer. En fait, il faut s'imaginer un gabarit, en fait, il y a un truc d'échelle. Quand vous voyez un tableau ou que vous avez un objet, en fait, sur lequel vous ne pouvez pas intervenir, mais par exemple une représentation, un petit vase, on va dire. Si la tige, si la fleur associée est trop haute, est trop basse, n'a pas la bonne inclinaison, ça ne marche pas en fait. Le moment où, pour moi, c'est réussi, c'est quand les gens pensent, enfin, même si évidemment ça se voit que c'est un collage, mais il y a sur certaines images, on a l'impression que la fleur est arrivée en même temps que le fond. Et ce sont des pièces uniques, évidemment. Oui, c'est des pièces uniques parce que du coup, je suis aussi attachée à l'authenticité, alors comme des fleurs, mais aussi des papiers anciens. Pourquoi en fait cette lubie du papier ancien ? C'est que pour l'instant, je me suis pas mise à la peinture. Je peins pas, mais je dis pas que c'est pas dans un coin de ma tête et que c'est pas en projet. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et du coup, la palette que m'offre, en fait, c'est des monochromes. Les papiers anciens servent pour moi, sont déjà des peintures, mais des peintures faites par le temps. Et tu les trouves où, ces papiers anciens ? Qu'est-ce que tu appelles papier ancien ? Alors, ce que j'appelle papier ancien, c'est par exemple... qui servent de fond. Oui, qui servent de fond, oui. Ça peut être le revers, le dos d'une gravure. Une gravure pas terrible, mais en fait, le dos peut être magique. Ça peut être une page de garde d'un vieux livre. Ça peut être... une page où d'un côté il y avait une illustration et puis de l'autre du coup j'ai un papier vierge.
Ça peut être un lot de papier comme ça, miraculeusement vierge, que je trouve, mais ça c'est rare, en brocante ou chez un antiquaire. Ça peut être des choses des fois que je trouve dans les poubelles. Les gens déposent beaucoup de vieux livres, ou comme ça sur les trottoirs, ou de vieux papiers, de caisses de vieux papiers. Donc j'ai récupéré plein de choses. J'ai comme ça une collection que j'aime beaucoup, qui a été faite avec des papiers qui, à l'origine, devaient être noirs. C'était une revue de 1918, donc genre, je sais pas, un peu comment on appelle ça, le beaux-arts de l'époque. Et le papier est devenu presque gris mauve. Et ça, par exemple, quand on n'est pas peintre, c'est impossible, avec aujourd'hui des papiers, même des très beaux papiers japonais, etc., d'avoir cette épaisseur, en fait. Comment avec ces collages, il y a une nouvelle dimension qui est il y a quelque chose, je disais dans l'intro, qui m'intrigue. Moi, il y a quelque chose de mystérieux un peu. Comment tu définirais ton univers ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Alors, ça, c'est une très jolie question. En fait, c'est ce que je me disais aujourd'hui. Je savais, Hortense, que tu venais. Je me disais, tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et en fait, j'étais en train de recouvrir des sculptures médiévales d'un papier un peu laiteux pour, en fait, comme effacer la présence de ces statues. Mais en même temps que j'étais dans un processus de vouloir les masquer, on le sait très bien, c'est comme en déco. Quand on patine quelque chose, c'est à la fois on masque, mais à la fois on révèle aussi un autre. Donc du coup, j'étais en train de diminuer leur présence, mais en même temps faire ressortir leur aura, en fait, ou le côté très contemporain de ces formes médiévales. Et donc, ce qui m'inspire, je pense, c'est ça. C'est un peu une tradition, en fait. J'ai beaucoup de livres. J'aime beaucoup l'art. J'aime beaucoup la peinture, la sculpture, etc. Et j'ai plein d'amis imaginaires qui sont des artistes qui me touchent particulièrement. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de révéler par mes collages ce que je vois de beau, je crois, dans des choses anciennes ou perçues comme désuètes. Ouais, c'est joli ce que tu nous dis. Tu travailles ici, on est dans ta maison, c'est ton atelier ? Oui. Alors, j'ai la chance d'avoir une grande maison donc à Montreuil et un petit espace au premier étage où j'entasse mes papiers, mes fleurs et où je travaille. Et là, aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est vraiment quasiment subversif. Je travaille toujours dans cette pièce parce qu'il y a quelque chose de clos. Et cette pièce devait être... cette pièce dans la maison a symboliquement pour moi une place très particulière. Ça devait être une chambre... Enfin, je pensais que ça pourrait être un jour une chambre de bébé. Et en fait, pendant 2 ans, cette pièce n'était rien. En fait, moi, j'avais commencé un peu à travailler... donc avec mes fleurs. Et ce qui est marrant, c'est que quand on est sur le végétal, on est quand même sur une question d'éclosion. Et puis qu'un beau jour, j'ai investi. Mon compagnon m'a dit mais ça suffit. Si le bébé arrive, on trouvera une solution. On fera comme tout le monde, mais personne n'a une chambre vide. Voilà. En attendant. Et du coup, j'ai investi cet espace qui est pour moi à la fois ma chambre, mon bureau, mon île, quoi. Enfin, mon îlot à moi. Et aujourd'hui, donc, j'ai descendu parce que pour septembre, je prépare une exposition, donc justement avec maison de vacances, avec des grands formats. Et alors là, ça c'est donc la subversion. C'était le truc foufou pour moi, c'est de changer d'échelle. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je n'ai pas collé de végétaux parce que je n'avais pas de fleurs assez grandes. Tu travailles un peu comme une artiste finalement, on pourrait presque te définir comme ça. Du coup, ça m'intrigue, j'interviewe pas souvent d'artistes. Comment tu travailles seule, tu travailles en musique, tu as l'impression d'être concentrée, que c'est un travail ou pas forcément, c'est quelque chose de facile pour toi tout ça? Alors, c'est ça qui est génial, c'est que quand ça va bien, on a l'impression que c'est facile, mais en fait, il y a des jours entiers où je peux pas, ou alors je vais gâcher un papier. Enfin, ce que j'appelle un papier, c'est un papier comme ça, un peu rare, qui a une patine particulière, parce que ça va pas marcher, le collage va être moche, la fleur, rien ne va aller.
Je vais pas trouver. Donc c'est là où j'ai réalisé qu'effectivement, il y a une dimension artisanale que je ne renie pas, mais il y a aussi une dimension artistique. Et je m'en suis rendu compte avec ces jours d'échecs, par exemple. Un artisan, même s'il a des jours avec et des jours sans, mais quand en céramique on moule une tasse, même si ça, on est censé, ça peut aller, on peut en faire, même si on en fait moins, je veux dire, certains jours que d'autres. Mais là, c'est vraiment zéro, nul. On se dit, j'y arriverai plus jamais. Là, le ressort s'est cassé, ou pourquoi je vois plus, pourquoi je ressens plus le truc. Et puis le lendemain, je vais en faire 3. Ce qui peut paraître fou parce que ça va très vite et avec une longue période, des fois, d'incubation. Donc c'est pareil, en fait. On a l'impression que ça va vite, mais c'est aussi un travail différent, penser le truc. Et puis il y a un moment où ça sort. Enfin, voilà. C'est marrant parce que je pense que ça ressemble à un processus créatif ou d'écriture. Où les gens oui, disent, j'allais dire, quand tu dois écrire un livre, on te dit, voilà. t'as 1 an, mais le 15 septembre, tu nous rends ton livre. Donc, tu travailles comme tu veux. Et comme toi, tu fonctionnes quand même avec des collections. Oui, parce que, en fait, en sortant donc, de mon agence de pub, et quand je me suis dit, je vais faire ça, j'étais pas du tout, j'étais pas du tout en phase avec une ambition artistique. En fait, jamais j'aurais osé dire qu'il y avait une dimension artistique dans ce travail. C'est maintenant, 2 ans après, et voyant les efforts et le travail que je fournis, que je m'autorise, à dire, si, en fait, c'est un peu ça. Et c'est ce que je voulais dire depuis le début, mais que j'osais pas, ou que je m'autorisais pas. Donc au départ, effectivement, elle aime les fleurs. Du coup, j'ai pensé que ça pourrait être une marque. Et puis, c'est là où je vois que, contrairement à Herbarium, oui, que mon modèle, il est clairement pas celui d'une marque classique. C'est effectivement des pièces uniques, c'est des collaborations, que ce soit mes fans. Parce que c'est marrant, parce que les gens qui m'achètent souvent par collection. Quand ils aiment bien... En d'avoir 2-3. Ouais. Et pour les faire dialoguer entre eux et jouer à les faire parler. Donc voilà. Et donc, comme les gens savent que ce sont des pièces uniques, donc je travaille à la commande. Donc ça peut être... Là, j'ai une dame qui, pour sa maison de Barbizon, voulait un mur comme chez Maison de Vacances dans sa montée d'escalier. Bon, je lui en ai accroché 51. Mais je les ai faits sur le thème de Barbizon. Et voilà. Je lui ai fait pour elle. Là, j'ai travaillé pour les domaines de Fontenille sur l'ouverture de 2 de leurs hôtels. Et pareil, j'ai travaillé par thème, en fait, par collection. Ouais. Où est-ce qu'on te trouve si on est intéressé? Où est-ce qu'on peut t'acheter? Donc, on parle de maison de vacances, mais c'est que moi, j'adore cette marque, donc j'avais envie de mais moi aussi, je les adore. Souligner. Je les adore parce que... C'est une belle marque à des très belles valeurs. Oui, de très belles valeurs. Et pour moi, c'est très naturel de collaborer avec eux. Parce qu'en fait, ils ont presque un rôle de galeriste avec moi, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois une marque fabricante, mais c'est surtout des yeux et une sensibilité, 2 yeux, parce que c'est un couple. Donc 2 paires d'yeux et... 4 yeux, voilà, 4 yeux, et une vraie sensibilité, parce qu'ils chinent, et ils chinent beaucoup. Chez Maison de Vacances, vous ne trouverez pas de déco standard. Vous allez trouver des pièces qui chinent. Donc en fait, ce truc d'unicité, de patine, d'histoire et de voir dans l'ancien des choses très contemporaines, ça c'est leur mojo. Enfin, on est complètement sur la même longueur d'onde. Donc quand moi j'arrive avec mes papiers crème, blanc crème, toute ma nuance de grège, j'ai pas besoin de leur faire le laïus, parce que eux, ce qu'ils cherchent aussi dans leur édition de tissu, c'est d'avoir aussi ce même vécu, ces mêmes nuances. Donc la collaboration du coup est très naturelle. Donc à Paris, je suis chez eux et uniquement chez eux. Que je dise pas de bêtises, oui, non, c'est ça. Et puis on peut te contacter sur Instagram. On peut me contacter sur Instagram. Elle aime les fleurs. On peut venir. Je reçois à l'atelier sur rendez-vous. Donc il faut juste que je sois là, mais ça me fait toujours très plaisir de sortir les choses des cartons. Et puis sinon, en province, il y a de très jolies boutiques déco.
Bon, les gens te demanderont en tout cas s'ils veulent le chercher à côté de chez eux. Ouais, à côté de chez eux, ils me demanderont. Puis là, le scoop, c'est que j'ai fait ma première expo en galerie à Rouen. Et j'y suis tout l'été sur le thème de la mer. Ah, super tout ça. Bon, on doit s'arrêter, mais merci beaucoup. Un très bon moment. Merci pour toutes ces infos. Merci beaucoup, Hortense. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci d'être venue. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.